Troisième partie du guide du programme de contrôle mental Monarch par Fritz Springmeier et Cisco Wheeler. Rétention de l'information. Sur l'illustration, donc que vous pouvez voir dans l'ouvrage papier, nous pouvons voir des piles de documents qui pourraient provenir d'une bibliothèque ou d'une librairie, un château, un manège, des bouteilles, une cascade, un télégraphe représenté par une machine à écrire. Au sein de notre système, nous avions plus d'une bibliothèque. Nous avions une bibliothèque clé dans le château de la Cité d'Émeraude, donc de l'histoire du magicien d'Oz, représentée ici. Mais notre illustration en dit plus sur nos bibliothèques d'information. Le carrousel montre comment la dissociation nous a été enseignée. Dans le processus de programmation et de structuration de l'esprit de l'enfant, ils identifient d'abord si l'enfant peut se dissocier. Nous avons été placés sur un carrousel pour nous aider à apprendre à monter ou descendre et à nous dissocier. Nous savons qu'au cours de la programmation de notre système, ils ont utilisé les scénarios suivants: Alice au pays des merveilles, Candyland, Le petit chaperon rouge, Hansel et Gretel, Blanche-Neige et les sept nains, La belle au bois dormant, Blanche-Neige et Rose rouge, Horizon perdu, The Tall Book of Make Believe, la série des livres du magicien d'Oz, 20 000 lieues sous les mers, L'homme sans un pays, et de larges parties de la Bible, comme la vallée des eaux dans Ézéchiel, l'histoire d'Armageddon, celle de la création ou encore du temple, les roues d'Ézéchiel, etc. Comment peuvent-ils utiliser de telles histoires? Comment ces éléments s'intègrent-ils ensemble? Comment ont-ils réussi à nous faire dissocier nos souvenirs? Quels sont les rôles des scénarios et quelle est la fonction de la superposition dans la programmation? L'histoire d'Alice au pays des merveilles est utilisée pour apprendre à un alter à crypter ce qu'il entend. Ce qui est dit ne correspond pas à ce qui est entendu. C'est un exemple de la façon dont les programmeurs cryptent la réalité par un scénario fictif. L'alter suit un scénario qui lui semble bien réel dans son monde intérieur. Le scénario est conçu pour faire passer l'alter à travers une série d'étapes, mais lorsque le processus est terminé, l'alter ne se souvient généralement pas du scénario ou du processus. De cette manière, une partie de ce qui se passe est simplement occultée par le mécanisme du scénario. Les programmeurs commencent leur programmation par une série de tortures extrêmes. Après un certain degré de torture, la victime est prête à dire ou croire n'importe quoi pour mettre fin à la souffrance. À ce stade, une pensée est alors implantée dans l'esprit de la victime. Cette pensée sera liée à un faux souvenir introduit via l'hypnose, le cinéma ou une autre méthode, et elle sera liée à un ordre mis en place par l'hypnose, etc. Et la pensée originale, l'ordre, le faux souvenir, seront alors liés par une émotion commune qui les reliera tous ensemble. Le résultat ressemblera à quelque chose comme ceci. Nous sommes 2 semaines avant Halloween, pensée. Je dois me préparer pour les rituels d'Halloween, ordre, parce que j'ai toujours eu l'habitude de me rendre au rituel d'Halloween, faux souvenir. Si je ne le fais pas, j'aurai une crise cardiaque et je mourrai, souvenir de torture lié à des pensées. La programmation est stratifiée, couche après couche de programmation insérée et superposée. Chaque alter, personnalité de la victime, est utilisée comme s'il s'agissait d'un composant faisant partie d'un grand système. La somme de ceci est que aucun alter, personnalité n'est un tout, mais seulement un rouage dans une grande machine. Un seul rouage peut-il se rebeller contre l'ensemble de la machine? Il est très difficile pour un seul composant parmi des milliers d'autres de se rebeller contre ces abuseurs. Lorsqu'ils sont utilisés, les alters suivent un scénario. Ensuite, leur mémoire est hypnotiquement verrouillée par des suggestions post-hypnotiques et fragmentée par des électrochocs avant qu'ils ne puissent passer de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Les actions au sein du système se reproduiront alors selon des scénarios. La réalité et la fiction deviendront totalement floues. Les souvenirs sont imbriqués de différentes manières et dissimulés sous des couches de charabia ou de faux-semblants. Voir son maître comme un lapin blanc est une des façons dont un faux-semblant peut être utilisé dans un scénario. Scénario que nous étions contraints d'accepter via la torture. Bande de couleurs. Cette illustration montre la programmation des couleurs qui a été apportée à notre système. La programmation des couleurs aurait été développée en Californie. Quoi qu'il en soit, tous les systèmes au sein des États-Unis ont une programmation des couleurs. La hiérarchie des couleurs dans notre système est la suivante: or, argent, violet, noir, rouge, vert, marron, blanc, orange, jaune, rose.
Le clair est également utilisé comme nuance pour les zones secrètes du système. Cette hiérarchie de codage des couleurs peut être modifiée. Les altères, les sections et les parties de l'ordinateur sont codés par couleur. Le codage couleur des altères n'est pas le même simplement parce que les altères se trouvent dans une même section. Le codage des couleurs au sein du contrôle mental Illuminati est assez incohérent. L'utilisation des couleurs de notre système est cohérente avec l'utilisation des couleurs dans d'autres systèmes. Voici un aperçu de l'utilisation des couleurs dans notre système. Clair. Les secrets et les façades des altères qui peuvent prendre n'importe quelle couleur sont codés en clair. Ce sont des altères qui servent d'image ou de scène à d'autres altères. Or, cette couleur est réservée à la direction suprême du système, incluant notre grand conseil des druides. Argent. Cette couleur est réservée aux altères sataniques qui pratiquent des rituels sataniques de haut niveau. Les mères des ténèbres ont un code argent. Violet. Ces altères se perçoivent comme des abuseurs, plutôt que comme des Illuminati. Ces altères sont impliqués dans la programmation. On leur a appris à oublier l'abus et à le recadrer dans leur esprit comme une formation. Noir. Ces altères sont nés d'un rituel satanique et sont des enfants de la lune, donc Moonchild. Les altères Delta et Beta sont codés en noir. Ils font le sale boulot pour la secte, comme les chantages et les assassinats. Rouge. Ces altères se perçoivent comme des sorcières. Ils sont nés d'un rituel de sorcellerie, croient qu'ils détiennent un grand pouvoir spirituel et ont tendance à nier avoir été maltraités. Vert ou vert émeraude. Ces altères chats admettent avoir été maltraités. Ils se considèrent toujours comme appartenant à la famille de la secte et nient avoir été maltraités lorsqu'ils doivent protéger leur famille dans la secte. Les altères bleus, les clones, les armées et les rubans semblent avoir un code bleu. Ces altères iront jusqu'à se blesser le corps pour protéger ce dernier des fuites d'informations ou bien de la déprogrammation. Blanc. Ce sont des altères atlantes qui se sont abandonnés à des absurdités raciales du type race aryenne pour se croire supérieurs. Ils croient au génie génétique et à une race maîtresse. Orange. Ce sont des éclaireurs qui avertissent du danger de potentielles menaces intérieures et extérieures. Jaune. Ce sont nos puissants altères chrétiens. Il n'y en avait que quelques-uns dans notre système pendant des années. Rose. Ce sont des altères liés au noyau. Ils maintiennent les vrais sentiments du véritable soi en dehors des programmes et de la famille de la secte. Ces altères sont considérés comme faibles car ils sont trop émotionnels et se décomposent souvent en larmes. Ils sont émotionnellement fragiles. L'illustration comporte de nombreux éléments significatifs, notamment les coquillages, coquilles et les cubes verts. Les notes qui montent en arrière-plan rappellent qu'une grande partie de la programmation est liée à la musique. Destin. Les gens ne deviennent pas des multiples programmés par accident. Il y a eu beaucoup de bévues dans la communauté thérapeutique. Beaucoup de gens se posaient des questions sur les raisons entourant la création de multiples programmés. Les faits sont assez simples. Quelqu'un envisage de créer un multiple. Il teste alors de petits enfants pour savoir s'ils se dissocieront suffisamment pour suivre le programme de contrôle mental basé sur le traumatisme. S'il s'avère qu'ils deviennent de bons candidats, on leur fait alors subir intentionnellement des années de torture et de contrôle mental. C'est prémédité, fait de sang-froid. Être un enfant là-dedans n'est pas une chance. Souvent, au sein des Illuminati, la vie de l'enfant est orchestrée. L'enfant est éduqué, et les adultes croient que la programmation et l'asservissement représentent l'unique avenir de l'enfant. Tout cela a tendance à rendre de nombreux altères fatalistes. Ils adoptent une attitude de « advienne que pourra » pour tenter de survivre à ce destin, entre guillemets, abusif. Les éléments de cette illustration montrent comment ce destin est planifié. Des souliers emmènent l'enfant là où il doit se rendre. Nous pouvons voir la programmation des couleurs des ordinateurs internes. Ces derniers contrôlent l'esprit de la victime. Les ondes radio représentent plusieurs choses. Elles représentent les mondes du système. Les étoiles représentent les secteurs. Elles rendent compte de la manière dont le contrôle est diffusé. Elles figurent la spirale hypnotique qui est utilisée. Les labyrinthes représentent les labyrinthes internes et aussi le sentiment d'être piégé, de ne pas pouvoir trouver d'issue. L'esprit est pris au piège dans des labyrinthes de verre et il y est tout bonnement enfermé. Nous avons été programmés pour ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal, ne pas faire le mal. Le mal signifie tout ce qui est contraire à la programmation. Puisque nous étions programmés pour garder le silence, chaque fois que nous parlions à quelqu'un de ce qui nous arrivait réellement, nous commettions alors du mal envers la programmation. Alors, petite parenthèse,
ça pourrait être la raison pour laquelle, et certains individus qui sont contrôlés mentalement n'ont pas du tout l'impression de faire le mal éthiquement, moralement, par rapport à la morale justement, qu'on partage tous. Non. Ils font le mal seulement quand c'est contraire à la programmation qu'ils ont subie. Donc vous voyez ? C'est ce qui fait que de l'extérieur, on peut s'imaginer qu'il y a une psychopathologie certaine, où il y a un manque d'empathie. Nous commettons le mal quand on commet le mal envers la programmation. Les flèches indiquent le chemin que nous devons emprunter. Nous étions lourdement programmés pour ne rien savoir ou révéler concernant notre ordinateur. Notre méthode pour révéler les ordinateurs était de montrer un réacteur. Le feu du réacteur représente l'esprit qui alimente le système. Le moteur avant représente l'ordinateur frontal, puis l'objet multipalette du milieu représente l'œil qui voit tout, et ensuite notre second ordinateur caché est représenté au niveau de la seconde partie de l'engin à réaction. La pièce avec le côté face montre que nous avions une façade pour notre système qui cachait tous les mécanismes de contrôle mental. Les gens pouvaient voir les visages brillants de nos haltères frontaux et ne jamais soupçonner que des milliers d'autres haltères se cachaient silencieusement derrière eux. Les gens pouvaient voir nos haltères de façade aller au travail ou à l'église et élever une famille sans jamais soupçonner qu'en même temps des hommes très maléfiques nous utilisaient pour réaliser leurs plans démoniaques. Le satanisme est très habile en façade. Le monde occulte est une façade devant une autre façade devant une autre façade. La franc-maçonnerie est organisée telle une boîte contenant une autre boîte à l'intérieur, avec encore d'autres boîtes à l'intérieur, comme les poupées russes, entre guillemets. Des organisations emboîtées dans des organisations. Certains hommes appartiennent à la franc-maçonnerie toute leur vie sans jamais réellement voir le côté occulte de celle-ci. D'autres se joignent aux groupes occultes qui se cachent secrètement derrière des groupes plus importants. Par exemple, dans la franc-maçonnerie, on vous demande si vous souhaitez vous rendre à Damas ou bien à Jérusalem. Il est possible de prendre le chemin de Damas ou celui de Jérusalem, et l'une de ces deux voies mène plus profondément vers l'occultisme. Les trois plus puissants haltères de beaucoup de nos sections servaient de protection extérieure, c'est-à-dire qu'ils servaient de façade au regard du monde afin de dissimuler ce qu'il y avait d'autre dans leur section. De nombreux survivants suivent une thérapie et sont toujours en cours de traitement. Et de nombreux thérapeutes, en raison de leur approche consistant à rester en retrait de la vie des survivants, n'ont aucune idée de ce qui se passe réellement au plus profond de ces personnes qu'ils sont censés aider. Dans la plupart des cas, les haltères de façade ne seront pas en mesure de détecter ce qui se produit. Ils peuvent très bien avoir quelques soupçons, mais si le système tout entier souhaitait aider le thérapeute, cela signifierait alors qu'ils auraient déjà mal surmonté leur contrôle mental. De telles situations extrêmes ne se produisent tout simplement pas. Même après avoir été déprogrammés, certains haltères apprécieront davantage leur ancienne vie. Et si une personne arrive à s'intégrer ou se réintégrer au monde lors de la déprogrammation, elle peut très bien continuer d'avoir des doutes persistants en elle. Sachez par exemple que certaines des victimes des camps de concentration nazis à leur libération sont retournées dans ces camps. En effet, ces gens s'y sentaient chez eux et en sécurité. C'est ça le conditionnement. Se détacher de son destin et se déprogrammer peut laisser un grand vide dans la vie d'une personne. Ce vide doit être comblé. C'est là qu'un thérapeute peut être d'une grande utilité pour une personne. C'est aussi là qu'un témoignage de qualité provenant de quelqu'un ayant appartenu à la secte et ayant trouvé une nouvelle vie en tant que chrétien peut être utile. Il ne suffit pas de supprimer la programmation, il faut également trouver quelque chose de convenable pour la remplacer. Papa ours et cavalier fantôme. Le pouvoir qu'un programmeur ou un maître a sur un système monarque est absolu. Grâce à la programmation, ils détenaient sur nous un pouvoir de vie ou de mort. Ils avaient la main sur les degrés de nos tortures, leur durée et leur fréquence, ainsi que les types de traumatismes infligés. Nous étions totalement impuissants. Ils s'érigeaient sans cesse comme nos sauveurs. Lorsque vous êtes torturé assez longtemps, vous devenez très reconnaissant envers l'agresseur quand il s'arrête. Nous étions fortement liés à nos programmateurs. La programmation de contrôle mental est conçue pour effacer les souvenirs des haltères de façade concernant leurs programmeurs. Les nôtres s'appelaient Dr Green et Dr Black. Sur une période de 9 années, nous sommes arrivés au stade où nous sommes capables de révéler à tout le monde qui sont ceux qui nous ont programmés. Il s'agissait du docteur Joseph Mengele et de notre père.
Mengele est représenté sur l'illustration par l'homme de fer blanc portant des lunettes. Notre père est représenté par l'homme à cheval. À l'époque où nous faisions cette illustration, il s'agissait d'une étape majeure pour nous que de représenter nos programmeurs. Une partie de nous leur demeurait toujours fidèle. Nous avons énormément souffert, juste pour décrire et représenter tout cela, et seules quelques personnes de confiance avaient vu cette image en primeur. Souvent, lors des traumatismes de la programmation, notre père était érigé en sauveteur. Notre père aimait les chevaux, et nous aussi, mais nous savions aussi qu'il était bien plus que ce qu'il paraissait être en surface, aux yeux du grand public. Sur l'illustration, il est représenté tenant un crâne, car notre père était un membre Illuminati, un Ipsimus, ou Ipsissimus. C'est un grade de l'ordre de l'Étoile d'Argent, organisation initiatique occulte et sataniste pratiquant la magie noire. Cet ordre comporte 3 grades, le Magister Templi, ou maître du temple, le Magus, ou mage, et l'Ipsissimus, tel que décrit dans le Liber al Velvegis, livre de la loi, d'Aleister Crowley. Le Dr Green porte des lunettes dorées sur l'illustration parce qu'il portait des lunettes dans la vie. Nous nous souvenons de certaines choses à son sujet, notamment de son étui à violon, avec ses sondes électriques et ses écharpes colorées. On se souvient que notre père et le Dr Green se promenaient en uniforme et en bottes nazies alors qu'ils travaillaient à programmer des gens. Le fond sombre de l'illustration témoigne de l'obscurité que nous ressentions en nous, ainsi que de notre peur de toute chose. Les câbles électriques révèlent plusieurs choses. Les chocs électriques et le fait que l'obscurité était électrisante. En bas à gauche se trouve notre maison de poupée, c'est-à-dire notre ordinateur, et en bas à droite, le sucre d'orge représente la programmation du Candyman. La chanson « The Candyman can cause he mixes it with love », ce qui veut dire « le Candyman peut faire en sorte de le mélanger avec amour », chanson de Sammy Davis Jr., 1972. Donc, petite parenthèse, Sammy Davis Jr. était un sataniste au sein de l'église de Satan. Il avait posé dans plusieurs photographies avec Anton LaVey. Donc cette chanson est utilisée pour subjuguer de nombreuses victimes du programme Monarch. Le Candyman représente la consommation de drogue. La route signifie le voyage, mais elle peut également signifier d'autres choses. Nous avons été dans les tout premiers programmés Monarch. De nos jours, les gens sont programmés presque à la chaîne, dans des endroits composés de fortes proportions d'enfants. Néanmoins, nous pensons qu'ils en étaient encore à une batterie de tests et d'expérimentation lorsqu'ils créèrent notre système. Notre système est bien plus vaste et complexe que les systèmes plus récents que nous avons pu rencontrer. Ce qui s'est déroulé pour nous est une combinaison de surdéveloppement et de concurrence. Parce qu'ils ne savaient pas comment les choses allaient fonctionner sur le long terme, ils nous ont développés et programmés de manière excessive. Par ailleurs, nous représentions à l'époque les seuls héritiers du grand héritage Illuminati, entre guillemets, de notre père, et ce dernier ne voulait donc prendre aucun risque quant à l'éventualité de nous perdre. Notre père et le Dr Green étaient en compétition l'un contre l'autre à l'époque où ils nous programmèrent. L'un tentait toujours de faire mieux que l'autre. Notre père avait installé des portes dérobées et de nombreux mondes intérieurs supplémentaires afin de s'assurer que son contrôle serait maintenu durablement. Une grande partie de ce que notre père faisait se situait au niveau spirituel. Il avait façonné en nous de nombreux mondes totalement démoniaques. En d'autres termes, beaucoup furent créés via des actes sataniques et ces mondes ne contenaient pas d'altères. Ils étaient cachés loin derrière tous les mondes bien plus ordinaires de notre système. Lorsque les programmeurs programment des gens, ils le font de manière continue. Ils font correspondre la programmation reçue avec des objets entourant la vie d'une personne ordinaire. Notre père fréquentait les cercles pentecôtistes. À un moment donné, il fut ordonné au ministère de la Pentecôte. C'était sa façade. Parce que lui et notre mère fréquentaient ce genre de cercle, ils ont donc utilisé la Bible afin de nous programmer. Chaque fois où nous entendions certains versets de la Bible, cela renforçait notre programmation. Aujourd'hui, nous remarquons que bon nombre des émissions pour enfants et de nombreuses émissions pour adultes à la télévision sont utilisées à des fins de programmation. De nombreuses choses dans notre vie, faites par accident ou à dessein, ont renforcé notre programmation. Lorsque nous allions chanter, ils découvraient quelles chansons nous aimions et ces chansons étaient ensuite reliées à des programmations. Cette illustration montre 2 programmeurs principaux. Il s'agit de l'une des premières illustrations en couleur que nous ayons faites.
Elle a été réalisée par la section de façade que nous appelons le côté clair. Les côtés clairs ont commencé à comprendre le fait que leur existence comportait aussi un côté sombre. Un côté clair peut vivre des années sans se rendre compte que le reste du système, le côté sombre, coexiste en eux. Notre système était un microcosme du monde réel. Nous avons côtoyé des chrétiens convaincus et des gens qui appréciaient le monde dans lequel ils vivaient, mais qui n'étaient engagés ni dans le christianisme, ni dans le satanisme. Et nous avons aussi côtoyé des satanistes purs et durs. Bien sûr, il faut souligner que, tout comme ces gens qui ne sont pas religieux dans le monde réel, nos alters non religieux servaient néanmoins Satan par le biais de toutes les tromperies dont ils étaient victimes. La plupart des gens du monde réel seraient choqués de réaliser qu'en adhérant à ce que nous appellerons ce système mondial satanique, ils contribuent à la cause de Satan. Toilettage. La formation qui nous a été donnée pour nous aider à remplir nos rôles s'appelle le toilettage. Donc, la note de bas de page. Toilettage, grooming en anglais. C'est un mot utilisé pour décrire les personnes qui se lient d'amitié avec des enfants, dans la majeure partie des cas, pour en tirer parti, entre autres, à des fins sexuelles ou de domination. La technique de toilettage consiste généralement à se lier d'amitié et à établir un lien affectif avec un enfant, et parfois avec la famille, pour réduire les inhibitions de l'enfant dans le but d'abus en tout genre. Le toilettage est aussi régulièrement utilisé pour attirer les mineurs dans diverses activités illicites telles que le trafic d'enfants, la prostitution, le trafic cybersexe ou la production de pornographie mettant en scène des enfants. Le toilettage dont nous faisions l'objet s'articulait autour de l'obéissance, d'une éducation irréprochable, du talent musical et du toilettage pornosexuel. Remarquez sur l'illustration comment les grandes mains prennent les mains de la petite fille tout en les dirigeant. De nombreuses personnes talentueuses cèdent leurs talents au profit du nouvel ordre mondial. L'illustration est remplie de petits objets comme assurance que les coupables, nos abuseurs, soient bien identifiés. L'œil qui voit tout, un aigle et un violon sont représentés. En arrière-plan, on peut voir un arbre. Cet arbre, plein de fruits, c'est-à-dire de programmes, est continuellement présent en nous, qui parcourait notre corps. Nos vertèbres en faisaient partie, et chaque partie de notre colonne vertébrale constituait une section plus profonde de notre système. L'arbre étalait ses branches dans tout notre corps. Comme on peut l'imaginer, pour pouvoir côtoyer l'élite, nous devions bénéficier d'un très grand savoir-vivre. Nous étions très bien éduqués, savions exactement comment manger et marcher, et nous étions formés pour avoir des conversations intelligentes avec l'élite. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Ils n'avaient pas investi autant de temps et d'énergie à nous programmer simplement dans le but que nous soyons en mesure de produire des conversations intelligentes. Ils ne nous avaient pas programmés pour être leurs enfants. Notre père avait des enfants à la base, mais il préférait avoir des esclaves dont il pouvait abuser de la pire des manières. Il avait des enfants mais ne souhaitait pas réellement en avoir. La formation sexuelle avait débuté dès le plus jeune âge. Au moment où un petit chaton était formé, vers l'âge de 7 ans, donc un chaton c'est un altère lié à la petite enfance, particulièrement aux fillettes. Le système connaissait alors ses menstruations, était pleinement conscient de sa sexualité et avait déjà maîtrisé un niveau technique sexuel supérieur à celui de la plupart des adultes. Ce niveau de maîtrise était exigé par les circonstances. Pendant l'adolescence, la formation est ensuite perfectionnée et approfondie par les altères chatons, donc la même chose, liée à la petite enfance. Cette formation est généralement donnée dans la région de Long Beach, Californie du Sud, dans des propriétés très coûteuses. Les chatons recevaient un enseignement de techniques sexuelles japonaises afin d'apprendre la majorité des techniques sexuelles existantes. Le toilettage était bien ficelé. Les chatons entre guillemets de nuit étaient entraînés à tout faire dans le noir, y compris toutes sortes d'activités comme s'habiller dans le noir. Bon nombre de personnes recevant ces faveurs sexuelles ne souhaitent pas que l'on puisse les reconnaître, parce qu'ils sont juges ou bien des ministres importants. Je vais relire cette phrase, parce qu'ils sont juges ou bien des ministres importants. La formation, petite parenthèse, ça me rappelle un film qui est True Lies, vous savez, de 1994 avec Schwarzenegger, qui a été complètement copié du film, je crois que c'est l'opération Corned Beef de 92 de Alain Poiret, il me semble. Et donc dans True Lies, l'actrice là, dont je me souviens plus le nom, l'actrice américaine, elle est censée, enfin il y a les renseignements qui l'ont embrigadée de force et qui lui donnent une mission en fait, c'est de séduire un homme d'affaires qui est en fait son mari, mais enfin ça c'est autre chose.
et à le séduire dans le noir, comme ça, avec une danse lascive, et à lui faire l'amour sans le voir, en fait. C'est exactement ce qui est décrit là. La formation comprend la capacité à discerner A. La fréquence des pulsations cardiaques du partenaire sexuel, B. Le degré de désir du partenaire, C. Le niveau de plaisir et de satisfaction du partenaire, etc. La formation est souvent dispensée sur le lieu de travail. Il y a un certain encadrement et une pression intense exercée sur un système lorsqu'il est en service, sous peine d'être puni en cas d'échec. Au cours de cette période d'esclavage, les enfants doivent jouer à cache-cache et à d'autres jeux. Les signaux préparatoires pour cela ressemblent à quelque chose comme « Viens voir papa, viens jouer à cache-cache, viens, joue avec moi ». La chanson Little Red Riding Hood, le petit chaperon rouge, a été écrite spécialement pour les chasses où les esclaves monarques sont traqués et chassés juste pour le sport tel des animaux. Les chasses ont lieu chaque année vers le 1er mai. Les militaires organisent des chasses sportives similaires à celles-ci. Les Illuminati nous chassaient. Tout un ensemble d'haltères sont créés afin de servir de proie pour la chasse. Ils se trouvent au sein du système, sous les chats. Ces haltères sont généralement créés dans des endroits comme celui où Cisco Wheeler a été programmé, en Oregon, ceci pour satisfaire les désirs de la secte satanique, à savoir jouer à un jeu où de petits enfants appartenant à la secte sont la proie d'une chasse. Les chatons de façade reçoivent une éducation sociale très sophistiquée, comprenant des activités élitistes telles que aller à l'opéra et à des concerts. Cela leur permet de s'intégrer dans la culture de l'élite. On leur inculque des aptitudes sociales et on leur demande de très bien maîtriser certains sujets afin qu'ils puissent devenir de véritables papillons sociaux, potentiels piliers de la société. Alors, petite parenthèse, ça nous rappelle totalement les sortes d'escort girls qui sont présentes dans le film Eyes Wide Shut de Kubrick. Cependant, ils sont généralement très faibles dans le domaine de la géographie et possèdent un mauvais sens de l'orientation, ne sachant pas toujours où ils se trouvent, n'aidant en rien. Des chatons de façade peuvent aimer Shakespeare, Mozart, Beethoven et la musique classique. D'autres peuvent aimer l'histoire, Picasso, la philosophie, Shakespeare, Francis Bacon et Edgar Allan Poe. Ils peuvent mémoriser une grande partie de la poésie d'Edgar Allan Poe. Cependant, ces poèmes peuvent être mémorisés à des fins de rituels occultes et ne pas être exactement identiques mot pour mot aux originaux. Alors, petite parenthèse, ce qui est intéressant, c'est que apparemment l'auteur, Fritz Springmeier et Cisco Wheeler, considèrent que Shakespeare était Francis Bacon, plutôt que Francis Bacon était Shakespeare. Donc ça vient confirmer la rumeur qu'il y avait sur ça, qu'en fait Shakespeare n'a jamais existé, que c'était en réalité Francis Bacon qui, si je ne dis pas de bêtises, qui a écrit l'Atlantide, la Nouvelle Atlantide, ou c'est Thomas Bacon? Non, c'est peut-être Thomas Bacon. Ils peuvent mémoriser une grande partie de la poésie d'Edgar Allan Poe. Cependant, ces poèmes peuvent être mémorisés à des fins de rituels occultes et de ne pas être exactement identiques mot pour mot aux originaux. Les 6 meilleurs chatons sont tous très doués pour les danses de salon, les valses, les pas de danse type 1, 2, 3. Petite parenthèse, là aussi, ça nous rappelle True Lies, regardez le film. Au début, du coup, c'est Schwarzenegger qui danse dans une mission, dans une ambassade en Suisse, qui danse avec une Américaine qui travaille avec l'Iran, je crois. Qui fait du trafic d'armes et de sculptures. Et donc, ça corroborerait le fait que True Lies nous parle de ces programmés MK Ultra Monarch. Donc, les pas de danse type 1, 2, 3, ainsi que pour les bonnes manières. La section 4, niveau 2A, joue de 4 instruments comme le piano, le violoncelle, le violon, etc. La section 4, niveau 4A, peut très bien jouer du piano, alors qu'un de ses chatons joue littéralement du piano mieux que toute la section entière. La plupart des talents pour les instruments de musique disparaissent à la mort de leur maître. Lorsqu'ils sont avec leur maître, la chanson Tennessee Waltz est illustrée par ce dernier comme signal au système pour indiquer qu'ils vont être sexuellement donnés à quelqu'un d'autre pour la nuit. Apparemment, le maître n'a pas d'autre choix que de les donner pour le scénario. La chanson raconte que quelqu'un est venu pour prendre l'amour de quelqu'un d'autre. La chanson est donc jouée, puis les noms des chatons sont prononcés et leur contact vient alors pour les utiliser. Donc ça rappelle un peu Eyes Wide Shut, la période où il y a le pianiste qui joue de la musique là, et où chaque esclave sexuel part avec un membre de la secte. De nombreuses chansons comportent un message fort indiquant de retourner à la secte, et on dit alors que la personne a reçu une lettre.
Toute communication de la part des contrôleurs est appelée lettre, qu'il s'agisse d'une chanson, d'un courrier, d'un appel téléphonique ou de tout autre moyen de communication. Vous verrez peut-être d'autres éléments dans l'illustration que vous serez très certainement en mesure de comprendre par vous-même. Cannibalisme. La description de cette illustration n'est pas très agréable. Cependant, cela fait partie de ce à quoi une grande part de notre système a été tragiquement contrainte de participer. Il persiste dans la torture de la programmation jusqu'à ce qu'ils réussissent à nous fractionner, et donc nous programmer, suffisamment pour que nous devenions conformes à leur terrible plan. Il est finalement tout à fait logique que cela se retrouve dans notre dessin. Pendant trop longtemps, tous ces faits ont été revêtus et masqués par un amas de bonbons. Les thérapeutes veulent que nous fassions face à la réalité, mais peuvent-ils faire face au monde réel ? Les thérapeutes sont-ils en mesure de reconnaître que certains de leurs héros, à la télévision ou en politique, sont des satanistes Illuminati qui cannibalisent des victimes lors de rituels ? Le vice-président Al Gore, donc ancien vice-président des États-Unis, sous Clinton de 1993 à 2001, est un vampire et il se balade avec une mallette contenant du sang. Ça, c'est le monde réel. Et pourtant, nombre de personnes voulant que nous fassions face à la réalité vivent ironiquement dans un profond déni de la réalité. Sur l'illustration, ce qui apparaît comme un animal sauvage a des mains de petite fille. Ce petit chaton sauvage, petite fille, a du sang tout autour de la bouche. Chaque fois qu'un thérapeute s'occupe d'ARS, donc abus rituel satanique, il devrait automatiquement déduire que le sang est impliqué. Certains survivants n'aiment pas les Kool-Aid. Donc c'est une marque américaine de confiserie généralement de couleur rouge sang. Rouge ou bien le jus de tomate parce que cela leur rappelle le sang et atteint profondément leur subconscient. La parole de Dieu dit que le sang est saint et qu'il est la force vitale d'un être. Les satanistes, eux, par contre, croient que boire du sang leur donnera la force vitale, spirituelle de leurs victimes. Alors, petite parenthèse, à ce titre, il faut que vous regardiez absolument la suite du film Shining, qui est passé complètement inaperçu au cinéma. Ça y est, donc j'ai oublié le titre. Enfin, tapez sur Google suite film Shining, quelque chose comme ça. Vous allez tomber dessus. Et en fait, là, il ne s'agit pas du sang, mais en fait, les membres de la secte tuent donc des individus qui ont beaucoup de Shining en eux. Et en fait, ils respirent leur âme une fois qu'ils expirent. Mais je pense que ça se passe malheureusement vraiment comme ça, réellement. Le satanisme a sa part de rituels sanglants. Parfois, des enfants sont immergés dans du sang. Divers animaux et personnes sont sacrifiés. Appartenir à une lignée familiale de sang, comme celle de Jésus, est essentiel pour être membre des Illuminati. L'une des dernières étapes à franchir dans le satanisme est celle où on devient animal. En réalité, les animaux, eux, sont bien moins sauvages. Les dernières étapes visent à devenir littéralement un vampire. Les victimes de sacrifices sécrètent des enzymes lorsqu'elles assistent avec terreur à leur dernière minute de vie. Boire le sang des victimes procure un sentiment émotionnel de domination et met comme dans un état de hauteur. Les Illuminati se réunissent pour des banquets. Ces hommes portent des smokings, parfois blancs, avec des linges fins et des ustensiles dans certains cas en or et d'autres fois en argent. On pourrait penser qu'avec tout ce raffinement, un véritable banquet est servi. Ce qui était servi lors de ces repas est de nature cannibale. Ils y dévorent tout le corps d'une personne. Cependant, ils peuvent parfois épargner une main gauche pour qu'elle serve de porte-bougie, un petit peu comme, petite parenthèse, dans le film de Cocteau, La Belle et la Bête. Vous savez, dans le couloir comme ça, où il y a des mains réelles qui portent une bougie. D'autres fois, ils utilisent la graisse et la peau de certains sacrifices aux fins d'usages différents. Ils fabriquent des masques à partir de la peau d'enfants sacrifiés. Nous nous rappelons que des enfants étaient donnés en pâture à des lions et des tigres. Nous nous souvenons de ce qu'ils nous ont appris à faire avec des enfants. Ils pouvaient continuer à torturer un système jusqu'à ce qu'ils obtiennent quelqu'un qui leur obéisse. Beaucoup d'entre nous, donc les altères, dans le système, n'aimaient pas ce que nous avions à faire, mais ils finissaient par trouver quelqu'un de notre système qui soit en mesure d'exécuter ce qui était demandé, et ils faisaient alors toutes les choses horribles imaginables. Plus c'était diabolique, plus ils aimaient ça. Lorsque nous avons été mis en cage quand nous étions bébés, ils nous donnaient pour nous alimenter du sang au lieu de nous donner du lait maternisé. À cet âge, beaucoup de filles reçoivent un faux pénis ou un objet similaire, avant même d'être capables de savoir ce que sont ces objets. Ce n'est pas un monde facile à vivre pour les survivants d'ARS. Ils ont besoin de beaucoup d'amour et de patience pour compenser tout ce qu'ils ont dû voir.
Ils vous mettront généralement à l'épreuve, ils vous provoqueront. Ils veulent simplement savoir s'ils trouveront un jour quelqu'un qui ne leur mentira pas. Ils veulent trouver de bonnes choses, mais il n'est pas facile pour eux de croire qu'ils en trouveront un jour. Presque tout ce qu'ils ont obtenu dans la vie a un prix. Cette illustration montre la complexité et la profondeur de ce que nous avons dû endurer. Nous nous réjouissons que quelques personnes aient été suffisamment courageuses et patientes pour nous aider à échapper à ce cauchemar. Il est difficile de croire que Dieu puisse nous aimer. Il est difficile pour les survivants d'entrevoir le pardon de Dieu, et ils ont besoin de son pardon avant de pouvoir se sentir propres devant le reste de l'humanité. La programmation vole l'amour de Dieu à sa victime. Tout ce qui était bon en nous a été arraché ou perverti, à tel point qu'il nous arrive de devenir possessifs ou méchants pour de simples broutilles. Rien de bon n'a jamais pu durer lorsque nous étions en servitude. Jumelage. Il est recommandé pour un thérapeute de se familiariser avec le jumelage, entre guillemets, avant de tenter d'aider un esclave des Illuminati. Le docteur Joseph Mengele, notre principal programmeur, a utilisé des milliers de jumeaux pour ses expériences. L'une des caractéristiques communes des victimes du programme de contrôle mental Monarch est qu'elles pensent avoir un jumeau quelque part. Je ne peux pas affirmer avec certitude qu'elles en ont systématiquement un, mais les survivants avec lesquels j'ai travaillé ont tous des systèmes réels avec lesquels ils ont été jumelés par la magie et la programmation. Donc là, on a une illustration de Elisabeth et Perla Moshkovitz, deux jumelles naines ayant survécu aux expériences du docteur Mengele. Donc c'était des personnes juives. Le jumelage de deux systèmes TPM, donc TPM pour troubles de la personnalité multiple ou TDI pour troubles dissociatifs de l'identité, offre un certain nombre d'avantages aux contrôleurs. Parfois, les missions nécessitent une équipe plutôt qu'un seul individu. Une équipe aura également tendance à se motiver et à s'encourager mutuellement dans la direction souhaitée par les contrôleurs, en d'autres termes, la pression des pairs ou pression collective. Si quelqu'un veut abandonner le programme, d'autres peuvent le rappeler à l'ordre. De plus, le jumelage peut avoir des avantages expérimentaux et fournir des renforts au cas où l'on voudrait être sûr qu'une tâche dangereuse soit exécutée. Veuillez noter cette information importante concernant notre programmation. Tous les jumeaux des Illuminati que nous avons pu côtoyer ont été programmés pour mourir si leurs jumeaux venaient à être déprogrammés ou si leurs jumeaux venaient à mourir. Le thérapeute qui lit ces lignes peut noter que des haltères peuvent être créés en utilisant des capacités qui existaient avant l'existence du mur dissociatif qui les sépare de leur haltère original. Un système possède un réservoir commun de capacités et de compétences. Lorsque nous essayons de donner un sens aux capacités que possèdent les différentes personnalités et à leurs traits, nous constatons qu'un système a certaines caractéristiques communes. Certains systèmes sont plus logiques, d'autres plus cruels, d'autres encore plus habiles pour la conversation ou plus stimulants, et d'autres sont plus doux ou plus comiques dans leur ensemble. L'une des caractéristiques du TPM est qu'il y a toujours à la fois une certaine unité entre les haltères d'un système ainsi qu'une certaine désunion. Il existe de nombreux types de baptistes ou de ménonites, par exemple. Pour les non-initiés, les différents groupes de baptistes ou de ménonites, donc des groupes chrétiens, ont des caractéristiques très communes. Mais pour les initiés, les différentes factions sont des groupes indépendants et distincts. Différents systèmes auront tendance à être mis en place pour une spécialité spécifique. Un système monarque peut être utilisé comme programmeur, un autre comme nourrice ou soutien pendant la programmation, ou un autre comme espion. Chacun de ces systèmes a davantage de fonctions possibles, mais la qualité d'unification bien spécifique qu'ils ont et qui se retrouve dans leur système sera souvent associée à leur objectif premier. Il est important de le noter car les Illuminati et la CIA forment des équipes secrètes. Aucun des jumeaux d'une équipe de 2 personnes ne possède toutes les connaissances ou les capacités requises pour accomplir un travail. Ils doivent fonctionner en équipe pour obtenir les meilleurs résultats. C'est le même type de formation que donne l'armée. Chaque homme d'une équipe a une spécialité, mais il a aussi des connaissances, voire une formation dans les domaines de ceux avec qui il fait équipe. Certaines personnes se voient confier la surveillance d'équipes de 2 ou 4 personnes, secrètement jumelées. Notre système avait un nom de code qu'il partageait avec un autre système. Il s'agissait du nom de code de l'équipe. Nous avions aussi un nom de code individuel, et donc un autre nom de code pour notre jumeau. Lorsque des jumeaux Illuminati se rencontrent, ils doivent se toucher d'une certaine manière occulte et suivre un rituel donné afin de forger une équipe de travaux.
Ils peuvent être réunis avec un autre couple de jumeaux afin de former une équipe de 4 personnes. Pour notre part, nous pensons vraiment que notre équipe de 4 personnes était spirituellement liée à 4 programmeurs sataniques. C'était un autre type de lien visant à s'assurer que l'emprise qu'ils avaient sur nous ne pouvait pas être brisée. Si un thérapeute doit déprogrammer un esclave des Illuminati, il lui faut tenir compte du fait que ce qu'il fait pour les victimes qu'il essaye d'aider peut gravement nuire à son jumeau, entre guillemets. Bien que le monde ne soit pas prêt à le croire, les jumeaux du programme Monarque reçoivent une formation occulte dans le but de communiquer par télépathie. Tout ce qui affecte l'un des jumeaux peut potentiellement affecter l'autre jumeau. Donc ça, petite parenthèse, les Américains s'en sont rendus compte dans les années 60, 70, 80, après les Soviétiques, qui avaient été les premiers à faire des recherches psy, et il y avait tout un tas d'expériences qui avaient été effectuées pour la télépathie notamment. Parce que le monde n'est pas prêt à accepter le type de formation occulte que les Illuminati prodiguent au peuple, ils se moqueront de l'idée même de projection astrale, de lecture mentale, de télépathie, etc. La CIA a dépensé des centaines de millions de dollars dans ses recherches. Alors, petite parenthèse, à ce sujet-là, il faut que vous voyiez Les Chèvres du Pentagone. Ça parle de tout ça. C'est un film. L'un des systèmes que nous connaissons a été conçu comme un modèle θ, c'est-à-dire un modèle de neurones biologiques. Ce type de formation devait le préparer en tant que guerrier psychique. Notre système a appris à mettre des pensées dans la tête des gens ou à entrer dans leur esprit. Il a bien été formé dans ces domaines. Le monde occulte n'a pas dévoilé tous ses secrets concernant ce type de capacité. Il essaie de doter leurs esclaves monarques de ce type de capacité spéciale. Encore une fois, que l'on veuille qualifier ces capacités de naturelles ou de démoniaques, elles font partie de la formation intégrée au système monarque et jouent un rôle dans la vie des victimes. Voilà pourquoi certaines des approches simplistes ayant pour but de traiter les victimes de contrôle mental monarque échouent si lamentablement. Si le thérapeute qui lit ces lignes trouve toutes ces capacités paranormales difficiles à accepter comme réelles, le thérapeute peut au moins tenir compte du fait qu'elles jouent un rôle important dans l'esprit des victimes. Pour en savoir plus sur le jumelage, lisez le prochain chapitre, intitulé « Sœurs ». Sur l'illustration, on peut voir 2 sœurs jumelées. Au centre de l'image se trouve le pendule de l'horloge qui continue à donner l'heure. Tout comme le temps continue de tourner, que nous en soyons conscients ou non, la programmation du jumelage continue également de tourner au sein des systèmes jumelés ensemble. Il est courant chez les Illuminati d'adopter des enfants provenant d'autres familles occultes afin de dissimuler les lignées et les parentalités. Alors, je vais relire ce passage parce que ça concerne des affaires, vous savez, notamment de pédophilie, tout ça, qui ont eu lieu il y a quelques mois, voire 1 ou 2 ans. Il est courant chez les Illuminati d'adopter des enfants provenant d'autres familles occultes afin de dissimuler les lignées et les parentalités. Les satanistes fécondent secrètement les femmes des Illuminati afin de créer des frères et sœurs cachés. D'après ce que nous savons, il semblerait que de véritables demi-sœurs soient utilisées pour créer des jumeaux programmés. Il y a peut-être quelques exceptions, mais c'est néanmoins ce que nous avons pu constater en évoluant au sein des Illuminati. Même s'il y avait des exceptions et que des jumelles n'étaient pas réellement des demi-sœurs, après avoir été programmées pour le croire, elles fonctionneraient avec cette notion dans l'esprit. Bon nombre de survivants du contrôle mental que nous avons pu connaître ont été adoptés ou élevés par des personnes autres que leurs véritables parents. Nos alters du côté obscur n'avaient pas le droit d'être informés qu'ils avaient une famille en ce monde. La seule famille qu'ils connaissaient était la famille de la secte. Certaines de nos tantes, qui faisaient déjà partie des Illuminati en tant que mères des ténèbres, ont aidé à nous programmer, préparer et conditionner. L'une de ces tantes nous avait demandé de la remercier pendant qu'elle nous administrait des électrochocs. Nous l'avions alors remercié de nous discipliner afin de nous rendre meilleurs. Selon nos informations, les lignées sataniques ont créé le TPM depuis des générations. Notre père et nos tantes avaient des TPM. Notre sœur jumelle monarque nous fut liée via le traumatisme. En d'autres termes, certains programmes du même type que ceux qui nous liaient à nos abuseurs furent utilisés pour nous lier à notre jumelle. Les thérapeutes rendraient service aux sœurs jumelles s'ils faisaient un effort pour réconforter et conseiller les jumeaux de leurs patients. Souvent, le thérapeute n'a aucune idée que son patient est très étroitement lié à quelqu'un d'autre. Si l'un des jumeaux va à l'hôpital, l'autre le ressent. Si l'un demeure, l'autre peut très bien mourir aussi.
Donc, petite parenthèse, ça a été le cas, par exemple, des frères Bogdanov. Les jumeaux monarques peuvent avoir des altères dans le système de l'un et de l'autre qui ressemblent à l'autre et qui portent le même nom que l'autre. Les jumeaux mâles et femelles peuvent très bien avoir des parties de leur système qui ont des relations sexuelles mutuelles. Certaines parties de notre système avaient été mises en compétition avec des parties de notre jumeau afin d'obtenir l'affection et les faveurs de notre programmeur. J'explique tout ceci pour que le lecteur comprenne à quel point la liaison entre deux systèmes peut être à de nombreux niveaux très complexes et variables. Ce n'est pas parce que deux altères de façade de deux systèmes n'ont pas de relation étroite que des parties plus profondes ne peuvent pas se sentir extrêmement proches. Le lien traumatique produira également une relation d'amour-haine entre deux systèmes. Lorsque deux systèmes se rencontrent, une fête endiablée a alors lieu, tandis que des dizaines d'altères apparaissent et disparaissent et que la communication se poursuit à différents niveaux. En plus d'avoir des altères répliques de nos jumeaux, nous avions aussi des images miroirs de tous nos altères. Comprendre le système d'un multiple monarque n'est pas aisé. Pour plus d'informations sur la programmation du jumelage, consultez le chapitre précédent sur les jumelages. Donc voilà, ça sera la fin de ma lecture de ce livre, Guide du programme de contrôle mental monarque. Il reste environ 150 pages dans l'ouvrage que je vous conseille vraiment de lire. Voilà, j'espère que vous aurez appris des choses avec cette lecture. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.